beaucoup de motivation à examiner ces dossiers, ce qu'il a contrecarré en avertissant le plus possible les sénateurs, tous les comités d'audit finance de la Maison des représentants américaine, jusqu'à ce qu'à un moment, l'affaire ne puisse plus être cachée. Ça, c'est l'histoire de Bradley. Bradley a lui-même, avec les fichiers qu'il a déposés au fisc américain, fait rentrer 25 milliards de dollars d'impôts pour les contribuables américains, on parle d'impôts non payés, hein, pas des fortunes elles-mêmes, qui étaient cachés en Suisse, et donc on parle d'impôts non payés. Donc à lui-même, il veut son pesant d'or, donc l'homme à 25 milliards de dollars est ici. Alors Bradley l'a payé cher, puisqu'il a fait 30 mois de prison après ça, parce que le ministère de la Justice américain ne lui a pas vraiment pardonné ces petits écarts. Mais finalement, par contre, les impôts américains ont une loi qui récompense les lanceurs d'alerte et qui ont lui permis, après, de sortir de prison, on va dire, la tête haute dans cette affaire. Depuis, il parcourt le monde et il va chez tous les gouvernements, dont le belge, avec plus ou moins de succès, et pour montrer ses fichiers et leur proposer une collaboration pour que ces impôts puissent revenir, qu'on puisse construire des écoles, des hôpitaux, des services publics qui tiennent un peu la route par rapport à toute cette évasion fiscale massive. Donc Bradley va nous parler spécifiquement de l'exemple en Belgique, donc comment par rapport à l'Allemagne par exemple ou la France qui ont déjà récupéré plusieurs milliards grâce aux fichiers qu'il a transmis, la Belgique à ce jour depuis 4 ans n'a toujours pas agi et on va essayer de comprendre pourquoi. C'est un peu notre but ici et de voir comment on peut contrecarrer justement cette non-action des autorités belges pour arriver à un résultat et que ces impôts reviennent en Belgique pour tout le monde. En deuxième, je vous présente donc Karel Antonissen. Karel Antonissen a été directeur de l'inspection spéciale des impôts, directeur régional pour la région de Gand, et a depuis longtemps eu la volonté de réellement travailler sur ces dossiers et pas les laisser pourrir, on va dire, dans des armoires. Et la seule chose qu'il demande, en fait, simplement, c'est qu'on le laisse faire. Ce qui n'a pas toujours été le cas, puisqu'il a été à un moment banni de son poste pendant 7 mois pour avoir fait un tweet qui demandait au ministre des Finances, allez-vous cette fois-ci réellement lutter contre la grande évasion fiscale? Vous voyez comme c'est très très contestataire de demander au ministre des Finances s'il allait lutter contre l'évasion fiscale. Donc ça lui a valu 7 mois de mise à l'écart de son poste. Voilà, il y a d'autres personnes dans la salle qui ne peuvent pas, dont on ne peut pas dire l'identité, mais qui ont aussi été les procureurs du roi, des substituts du procureur du roi qui ont aussi été écartés suite à des pressions de bureaux d'avocats proches du ministre de la Justice pour ne pas enquêter sur des grandes enquêtes diamantaires à Anvers. Donc Karel a écrit un livre aussi que je vous conseille de lire qui est en néerlandais, un livre qui raconte comment fonctionne l'inspection spéciale des impôts et comment finalement, avec très peu de moyens mais des hommes de bonne volonté, Karel est arrivé sur un seul dossier à faire rentrer 100 millions d'euros pour les contribuables d'un gros industriel flamand qui simplement n'était jusque-là pas poursuivi. Et dans d'autres dossiers comme ça, ce qu'on peut montrer aussi avec certains magistrats présents dans la salle, c'est que c'est simplement une question de volonté. Les informations, on les a, la Belgique a les moyens de le faire, mais il y a un manque de volonté politique qu'on essaiera de mettre en valeur ici. Je vous présente encore Nicolas Ullens, ici, ancien agent de la sécurité de l'État, qui a la particularité d'être le seul peut-être à avoir démissionné de son plein gré de ce service secret de l'État belge, on va dire, suite à des pressions qu'il a subies quand il devait enquêter sur l'affaire du Kazakh-Gate. Pour rappeler l'affaire du Kazakh-Gate, c'est Nicolas Sarkozy qui doit sauver un milliardaire belgo-kazakh qui vend des armes entre le Kazakhstan et la France. On parle de très gros contrats en milliards d'armements pour des avions, des hélicoptères d'attaque, ceux qui ont servi à massacrer la population kazakh il y a justement 3 mois, juste avant l'invasion russe. Les médias en ont très peu parlé, mais il ne faut pas oublier qu'au Kazakhstan, il y a eu une répression militaire très forte. Et ces avions ont été achetés via un intermédiaire belge, qui est la deuxième fortune de Belgique, Patok Chodiev, et les 2 autres Kazakhs. Et les enquêtes à la sûreté de l'État, évidemment, essayer de tracer ce qui se passait entre le monde politique et ces personnages. Et très vite, des personnages proches du MR et de Didier Reynders, ministre des Finances à l'époque, ont intimidé personnellement Nicolas dans ses enquêtes pour qu'il arrête d'enquêter tout simplement sur le Kazakh-Gate. Voilà, 3 personnes dont on va discuter. Aujourd'hui, on aura aussi la chance d'avoir Juliette Alibert, est-ce qu'elle est déjà dans la salle ou pas encore, qui est l'avocate de la Maison des lanceurs d'alerte de Paris, qui va arriver, et Jacques Transo, le rédacteur en chef de Médiacité, un journal d'investigation, qui va aussi venir vous parler. Donc je vous propose de passer la parole à Bradley directement. J'essaierai chaque minute de traduire en français. Alors, qui ne comprend pas le français dans la salle? Personne?
langue. Donc, non, c'est pour la traduction, parce que sinon je fais néerlandais aussi. So, English is fine for you, okay? So, English and French is fine. Or I can also translate in Dutch. So, who needs Dutch? Yeah? Otherwise, just ask for it. Zonder probleem ook in Nederlands vertalen. Sorry? Chinois, yeah. So, Bradley, no, that's your turn, and I'll let you present your case for 15 minutes. Thank you very much. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Brad Birkenfeld. Excuse me. I want to thank Claude Archer and these distinguished guests here today and yourselves for showing up to this very important event. It's very hard for people to understand what whistleblowers go through to have the courage to step forward. My story is quite complex because I was a director at UBS in Geneva, Switzerland, and I was in charge of the US desk. Now, you have to understand, in Switzerland, there's about 135 banks at the time. This is in 2008 when I left Switzerland. And what happens is each of these banks cover geographic regions around the world: Belgium, Germany, South America, and so on and so forth. Our job there was handling 19,000 clients, $20 billion in assets for Americans who were not paying taxes. It was clear they weren't paying taxes because they were paying higher fees to put their money in Switzerland. And the minimum account size was $1 million. So 20,000 accounts, billions. 19,000 accounts, $20 billion in assets, bankable assets. And when I say bankable assets, that means in the bank. There's also homes, jewelry, safe deposit boxes, jets, yachts, and so forth that are added on to that number. So it's quite significant. Yeah, Voilà. Okay. So, Bradley était directeur, donc on parle de 2008 quand il était directeur d'UBS pour les États-Unis, et eux devaient traiter 19 000 comptes bancaires de personnes fortunées, dont 20 milliards d'assets, donc vraiment d'effectifs financiers sur les comptes, sans compter tout ce qui est propriété privée, de villas, de yachts, etc., et de bateaux, qu'il faut ajouter. Alors ça, UBS est en fait constitué de 35 banques qui vont aller démarcher des clients fortunés un peu partout sur Terre, et lui s'occuper des États-Unis pour cette gestion des 20 milliards de dollars. And the problem was that UBS was knowingly breaking the law and asking us to do that. So that's when I resigned as a director of the bank, and I went to my compliance and legal departments to complain. And they ignored me, not just once, not twice, but 3 times. And I have this all in writing. So the problem really comes down to the fact that when I had to whistleblow on this, not just internally as a director of the bank, but also to my own government, the United States government, which is as corrupt as the Swiss government, because they covered this whole scandal up. This was the largest and longest running tax scandal in the world. Why? Because UBS, just one of the markets they covered was America. As I said, 19,000 clients, $20 billion. But they covered the world. And on my website, you'll see there's many internal documents proving everything I've said, as well as the book I've written about this. But what's more important here is about changing the mentality about whistleblowing. It's an extension of law enforcement. Law enforcement should embrace whistleblowing. Laws here in Europe must be changed to mirror what America has done. And I always say America hasn't done everything properly. Some things have been done well. And this law, the whistleblowing law, is the most successful law in American history. Voilà, Bradley nous rappelle qu'aux États-Unis, il y a maintenant la meilleure loi de protection des lanceurs d'alerte. C'est-à-dire que quand vous ramenez des impôts pour les contribuables, comme l'a fait Bradley pour 25 milliards, il récompense les lanceurs d'alerte et les protège de toute, on va dire, intimidation. Et c'est le pays qui a le plus fait à l'heure actuelle. Il a fallu du temps. Il a fallu du temps, cette loi, c'est dans les 10 dernières années, les 15 dernières années, mais on est très loin dans d'autres pays. Au début, quand Bradley a dénoncé ça, le gouvernement américain n'avait pas envie non plus de traiter ces fichiers. Donc au début, il a eu beaucoup d'ennuis avec la justice américaine à ce sujet, et qui était tout à fait au courant de ce schéma d'évasion fiscale gigantesque de la banque UBS. La banque, lui, a commencé à rapporter ces faits aux contrôleurs de sa propre banque, qui l'ont ignoré pas seulement une fois, ni 2 fois, mais 3 fois, qui ont refusé eux, en tant que banque, normalement, sont censés dénoncer cette fraude fiscale avérée, et évidemment ne le dénonçaient pas. Et c'est à ce moment-là qu'il a dû se tourner vers les autorités américaines, et ça a été le plus gros scandale d'évasion fiscale du monde, parce que UBS couvre la terre entière, et ça, évidemment, à ce moment-là, la loi sur les lanceurs d'alerte venait à peine d'arriver. C'est de 2004, 2006, the new whistleblower law in the US.
2006, voilà. Juste 2 ans avant, cette nouvelle loi aux États-Unis qui est la plus forte peut-être au monde et qui aussi, où le IRS, donc on va dire l'équivalent de l'EASY en Belgique, récompense aussi les lanceurs d'alerte qui prennent d'énormes risques puisqu'ils seront grillés à vie de la profession bancaire, bien sûr, ils n'ont plus aucune chance de trouver de l'emploi pour le reste de leur jour. Voilà. So what we have a very big problem that has to be rectified. Luxembourg is about 200 kilometers from here. Switzerland is about 600 kilometers from Brussels. They've facilitated and perpetuated offshore tax evasion and money laundering. Why has the Belgian government done very little to correct this? Just like the American government has done very little. Because the rich and powerful people in our respective countries are benefiting. The lawyers, the bankers, the trustees, the accountants, the politicians. This must stop because all of you, I'm sure, pay your taxes, but it's not right that you have to pay and the very wealthy don't have to pay. We're all in agreement that a fair tax system is appropriate, but there's no way we should allow cheating, and the government should be held accountable when they don't enforce the laws on this. So what I'm proposing is that the laws here in Europe will hopefully change to protect and pay whistleblowers, so more whistleblowers will come forward. We want to live in a civilized society with laws that we abide by, not by laws that are there but nobody pays attention to them. So I think what I exposed at UBS, which is a global bank, doing this business in every major country around the world, why are they still operating today? Why are governments allowing them to have bank licenses in their country? So these are some of the questions you must ask, because if you allow this to continue, you're just rewarding bad behavior, and we must stop that. Donc Bradley pose la question très simple, c'est comment se fait-il qu'on permet encore à ces banques d'avoir des licences bancaires et d'opérer dans un nombre de pays, connaissant leurs pratiques massives de protection des avoirs des plus riches pour échapper à la fiscalité. Donc simplement, il faudrait simplement supprimer les licences bancaires de ces banques. Dans le cas du BS ici, c'est évident. Maintenant aussi, Bradley est ici pour faire évoluer la législation en Europe. Donc évidemment, Bradley s'investit beaucoup en Europe pour la protection des lanceurs d'alerte, parce qu'il estime qu'il faudrait qu'on puisse disposer aussi en Europe, et ici à Bruxelles, d'une législation aussi forte que celle qui s'est mise en place finalement aux États-Unis, pour arriver à ce que les choses changent. Parce qu'on a ici un système, vraiment, on a quelque chose de systémique où il y a des autorités et des pouvoirs publics qui connaissent le système massif d'évasion fiscale des personnes les plus fortunées et qui continuent à octroyer des licences bancaires dans des paradis fiscaux ou même, la Belgique est elle-même un paradis fiscal, Bradley ne l'a pas dit mais c'est moi qui le rajoute, pour que ce système s'arrête. So I think it's important for all of us to understand that law enforcement must embrace whistleblowing. Whistleblowing is a core component of eradicating waste, fraud, and corruption in our society. Some people can do this through law enforcement, but the problem is they can't solve every crime. But having someone on the inside, internal, is very, very important. So what I've tried to do is I've traveled around the world lecturing and advising governments to improve their processes. Here in your country, in Belgium, I approached your government to try and give them information on known tax cheats, where I have this valuable information from many, many sources. I know this business quite well, but they rejected the information and they made lies up. I repeat, they made lies up in the media about what I gave them. The information I gave them was accurate, it was comprehensive, and it was factual. So the problem you have now is, we all have a problem, is you can't trust your government. Quite frankly, you can't. I can't trust my own government. The U.S. government is corrupt as the Swiss government, who is facilitating this business as well, through embassies around the world opening bank accounts through the Swiss embassies overseas. So, in effect, if you indict UBS, you're indicting the Swiss government, which would never happen. Because America's representation in Cuba, Libya, and Iran is represented by Switzerland. Yes, exactly. So you can see it's a very close ties, and there's a long legacy, a history of the cooperation. So you mean that Swiss administration is ruling representation of the U.S. in these countries? Absolutely. Cuba, Libya, and Iran. Okay. So you can see the problem here is that the U.S. has had a long history of this,
And the CIA is as guilty as all of them because they've facilitated bank accounts in Switzerland to do their business. Whether it's right or wrong, I call it wrong. So anyways, my point here, and I'll close with this so that you can pass it on to the gentleman here. It's important to, number one, change the laws about whistleblowing to protect and pay whistleblowers. Hold your government officials accountable, and I'll meet with anyone free of charge at any time. I'm happy to do that. I'm here in Brussels. This is not my native country or my native language. So I think it's important we all realize this, whether it's in banking or if it's in pharmaceutical or oil and gas or whatever industry, the whistleblowers play a key role in this. And I think Dieselgate in Germany can give everyone an example here in Europe, how important it is that we stop allowing waste, fraud, and corruption. And I'm happy to take questions later. Thank you, Bradley. Donc, pour résumer, Bradley met en évidence le rôle fondamental des lanceurs d'alerte pour arriver à changer la société, car il l'a constaté lui-même en déposant depuis plusieurs années au fisc belge, au ministre de la Justice et des Finances, les dossiers d'UBS, et ils n'en ont rien fait, et ils ont même, pire que ça, menti dans la presse. Donc Bradley veut montrer ici que les déclarations des ministres des Finances belges et de la Justice sont mensongères, en disant qu'il n'y avait pas assez d'informations pour eux pour mener leurs enquêtes et sanctionner les, on va dire, les riches contribuables qui échappaient aux impôts. Donc non seulement Bradley avait toutes les informations, jusqu'au passeport et à l'identification complète des personnes impliquées, et l'excuse invoquée que les informations n'étaient pas assez précises ou qu'il les avait déjà via les Panama Papers ne tient pas debout, et ça Bradley en parlera après. Et il dit que de ce point de vue-là, la Belgique est un gouvernement complètement corrompu et qu'on ne peut plus compter sur le gouvernement belge et d'autres gouvernements au niveau européen, et que lui vient ici en Belgique et en Europe pour qu'on puisse faire avancer les choses, que la législation sur la protection et la rétribution des lanceurs d'alerte, qui ne trouveront plus jamais d'emploi après ça évidemment, puisse être mise en place, et que les lanceurs d'alerte fassent partie de l'arsenal normal d'investigation de l'État pour faire progresser la situation et faire en sorte qu'il y ait une redistribution des richesses un peu plus juste que ce qui est actuellement, où on a en fait les plus riches qui ne payent pas d'impôts, la charge fiscale est portée par l'ensemble du reste de la population. Voilà, j'ai certainement oublié des passages. Il a dit une chose très importante que je ne connaissais pas, c'est comment ça se fait que la Suisse puisse encore opérer, et comment ça se fait que les banques suisses puissent encore avoir des licences bancaires, et que les États-Unis le tolèrent. Il dit que tout simplement, la Suisse joue le rôle d'intermédiaire comme ambassadeur des États-Unis pour des pays avec lesquels les États-Unis ne veulent pas afficher leurs liens directs, comme l'Iran, Cuba ou la Libye. Et donc ce rôle d'intermédiaire financier que joue la Suisse leur donne une sorte d'immunité face aux États-Unis. Voilà, merci beaucoup. Maintenant, je vais passer la parole à Karel Antonissen. Karel, the floor is yours. So speak whatever you want, Dutch, English. And, Thank you. Yeah. I try in English, Okay. but you can translate when I don't find a word. I understood that Brett is at least 25 times as important as I am. He got 25 billion for the American revenue. Maybe I can reach 1 billion in a whole career. You will find not my name between the founders of this initiative, but I was very interested, and I'm very supporting your initiative. So that's why I'm here. And as Bradley already said, the Belgian government also, and my bosses, were unwillingly, that's the word I used, to combat fraud and money laundering. I will be maybe a bit technical, but in Belgium you have the fiscal law, and that law has very less power. When yeah, you said it already. I was director from. Just what you just told about the fact that c'est le manque de volonté. Ce que Karel a pu voir dans toute sa carrière. Ce que Karel vient de dire qu'il a pu voir dans toute sa carrière, c'est que il lui estime avoir ramené 1 milliard d'euros dans les caisses de l'État, et que c'est dû à sa volonté aussi personnelle, car lui, ce qu'il voyait surtout, c'est la non-volonté. C'était simplement, pour étouffer ses affaires, il suffit de ne pas vouloir. Et par rapport à ça, Karel va maintenant nous donner des explications sur la loi fiscale belge. Okay.
I wrote a book about it. The publisher is also in the here. André, welcome. As I said, Belgian tax law only can get the revenues of the last 7 years. When you got an information from the bank about a huge capital, we only could ask, as I said, a small tax on a small revenue. Only the capital revenues, not the capital itself. So we could do that, and I think more than 40,000 cases in Belgium are done in this way. So 40,000. The other possibility was the criminal, and is still the criminal law. And in criminal law you have money laundering, and there you can get the whole capital. You can seize it, or you can ask a very serious part of the capital. That was what they didn't want us to do. So there you have the difference. The public prosecutor of Antwerp here can confirm that, and you can read my book, so I don't have to be very extensive on it. So that it was in Belgium the very real question. And when you had some talks about my bosses, that was their choice they made. Oh, we cannot do very much because fiscal law indeed can't do very much. But they could have said, we can go with your information to the Justice Department, to the public prosecutor, and they can do everything. But they didn't because they wouldn't. Pour résumer, Karel rappelle qu'en Belgique, il y a 2 volets à la répression de la grande évasion fiscale. Le volet, la loi fiscale elle-même, qui ne peut pas saisir les avoirs, mais qui peut s'attaquer aux revenus qui ont découlé de ces avoirs, mais n'a pas la possibilité elle-même de saisir les avoirs détournés. Maintenant, que ce soit de la fraude fiscale ou même après dû à des trafics illégaux. La deuxième partie, c'est l'aspect répression criminelle par le parquet et les autorités judiciaires. Et pour ça, un procureur du roi ou substitut du procureur du roi est nécessaire, et c'est ce que Karel a fait, c'est de transmettre des dossiers systématiquement au substitut du procureur du roi. Il a beaucoup travaillé avec le substitut du procureur du roi d'Anvers, Peter van Kalster, et ils ont réussi comme ça à faire rentrer des centaines de millions dans les caisses de l'État. Mais allô. Le manque de volonté se manifeste à cet instant-là, c'est-à-dire qu'on ne veut pas, donc Frank Philipsen, qui était le patron de l'ISI à l'époque et qui a été en contact avec Bradley Birkenfeld, donc Karel explique bien qu'il y a une volonté de ne pas transmettre à la justice ces dossiers. Déjà, la justice est très longue, mais donc il faut avoir un substitut ou un procureur du roi très volontaire, comme on l'a eu à Anvers avec Peter van Kalster, qui décide de dire non, moi je vais aller jusqu'au bout, et il a la capacité de saisir les avoirs entièrement, contrairement à la loi fiscale qui est beaucoup moins puissante. Donc les personnes que Bradley a rencontrées, à qui son avocat a transmis ses fichiers de milliardaires belges ou de grandes fortunes qui ont fraudé le fisc, jamais les responsables de l'ISI et les chefs, on va dire, de Karel n'avaient la volonté de les transmettre à la justice. Yes, verjaring, what is that in Frans? Okay. Ils peuvent remonter 7 ans en arrière pour des revenus de... voilà. When your tax declaration is wrong, normally the normal inspector can go back in time for 3 years. When there is some suspicion of fraud, they can go back for 7 years. But at the moment, with the low interests, even with a huge capital, 7 years of capital revenue is maybe 5% of the total capital. Even when you can ask 50% taxes on that 5%, you only arrive at 2.5% of the total capital. While normally other countries like Netherlands and may even Italy asked between 20 and 30, sometimes 40% of the total capital. So there's a difference between 1 and 10
when you use the Belgian tax legislation or you use other means as money laundering legislation. So that's the difference, 1 to 10. And just to add to his point, it's very important to understand that these are sophisticated people doing these transactions. These are people with very high-priced lawyers and advocates, accountants, trustees, and directors. So it makes their job even more difficult, law enforcement, to catch them and to prosecute them. So it makes it much, much more difficult. That's why the laws have to be changed to make the penalties much higher, because they have sophisticated means to do these operations. Comme le dit Bradley, en face, on a des professionnels de l'évasion et de la fraude, avec des avocats et des comptables de haut niveau. Et donc, eux arrivent, ont quelques longueurs d'avance, on va dire, par rapport à des services de l'État qui n'ont pas vraiment une volonté, en tout cas au sommet, pas une volonté d'aller jusqu'au bout. Et donc, il y a un rapport de force assez inégal. I could speak also about the obstruction that I have seen, but I don't think this is so very important. You told already that I sent a tweet to my boss when we go Ently, enfin, got the frauders, and instead of doing that, they suspended me. They made a claim toward the public prosecutor of laster en eeroof, how do you say it? Defamation. And they suspended me, so I was 7 months at home, fully paid. You got a percentage? I always was fully paid, so we don't... But I think you're right, though. It is important that you talk about the intimidation and the harassment, because if anyone here would want to be a whistleblower or a family member or a friend or a neighbor, if you feel as though you're going to be intimidated and harassed and your children will be bullied at school, you won't do it. Okay, yeah. So that's very important, that we have to stop the intimidation and retaliation. In America, it's against the law. If they do that, those people in the company go to jail. And that sends a very good message. So I think it's important, again, to change the laws to make whistleblowing stronger for protections, but also for the payments. Yeah. Ok. Merci beaucoup, Karel. Pour résumer un petit peu les derniers propos, donc Karel raconte que lui, ce qu'il a eu comme intimidation, c'était simplement une plainte directement au parquet pour diffamation, à cause d'un tweet simplement où il demandait au ministère des Finances quand est-ce que réellement il allait s'attaquer aux grands fraudeurs ou à la fraude fiscale. Il a été suspendu pendant 7 mois pour ça. Pour lui, comme il est fonctionnaire nommé, il dit lui ça va. Pour beaucoup de fonctionnaires nommés, c'est vrai qu'on peut être suspendu, mais lui, il était payé à la maison et très content de ne plus devoir rien faire. Donc, on peut encourager les lanceurs d'alerte, dont beaucoup sont nommés dans la fonction publique. Finalement, le risque est assez limité par rapport à des personnes qui ne retrouveront plus d'emploi dans toute leur vie. Et il a été suspendu 7 mois. Et Bradley mettait en avant le fait que les retaliations, donc les mesures de rétorsion et les intimidations, sont évidemment ce qui font peur à des personnes et les empêchent de le faire. Et que pour ça, la loi aux États-Unis est devenue beaucoup plus forte, vu que vous pouvez faire condamner les personnes qui vous ont intimidé, et les condamner à la prison, ce qui est impossible ici. Et donc là encore, il insiste sur le fait de militer tous ensemble pour renforcer les législations européennes et belges dans ce cas-ci, mais en même temps, évidemment, pour que les lanceurs d'alerte puissent être soutenus, et c'est le but du projet de la Maison des lanceurs d'alerte. Là, je parle à titre personnel, l'aspect psychologique est extrêmement important, l'aspect de rencontrer d'autres personnes qui ont vécu la même chose que vous, et de relativiser les intimidations et d'y résister, c'est peut-être une partie essentielle aussi de ce soutien. Voilà. Donc maintenant, je passe la parole à Nicolas Hullens. Nicolas Hullens, que vous avez vu dans la presse aussi de manière spectaculaire au moment où Didier Reynders, le commissaire européen actuel à la justice, a été nommé et où à ce moment-là, il a lui-même déposé une plainte au parquet pour suspicion de corruption et intimidation dans le chef de Didier Reynders, notamment dans l'affaire du Kazakh-Gate et d'autres affaires, et surtout sur les pressions et les menaces de mort qu'il avait reçues, lui, à la sûreté de l'État, quand on l'empêchait d'enquêter sur l'affaire du Kazakh-Gate. Pourquoi c'est très important de faire cette filiation entre les trois personnages? C'est que dans les fichiers que Bradley a donnés au fisc, il faut savoir qu'il y a les membres du trio kazakh, qui ont aussi des comptes en Suisse. Il faut savoir que l'argent de la corruption
les valises, les fameuses valises de 5 millions qui sont parties vers Paris et vers Bruxelles pour faire en sorte que donc l'affaire, c'est que, je rappelle, dans le Casagate, Nicolas Sarkozy, pour vendre des armes, a mis une cellule pour faire changer la loi en Belgique pour garantir l'impunité, via le processus de transaction pénale élargie, des membres du trio kazakh. Dans cette affaire, le trio kazakh a pris l'argent en Suisse et possède toujours actuellement des comptes en Suisse. Et se trouve dans les fichiers que Bradley a aussi transmis au fisc il y a quelques années, qui n'ont jamais été sur lesquels on n'a jamais enquêté. Et donc des fichiers qui devraient arriver normalement chez Karel après, et sur lesquels Nicolas, à la Sûreté de l'État, aurait dû pouvoir enquêter. Donc vous trouvez les mêmes personnages qui sont parmi les plus grandes fortunes de Belgique, parmi les 3 récits que vous venez d'avoir. Et donc je laisse maintenant la parole à Nicolas, qui pourra nous raconter son expérience à la Sûreté de l'État. Merci Claude. Donc j'ai travaillé de 2007 à 2018 à la Sûreté de l'État dans la section opérationnelle économique de la Sûreté, principalement dans le contre-espionnage économique. Très rapidement, j'ai travaillé sur le trio kazakh. À ce moment-là, il y avait déjà une procédure judiciaire en Belgique et donc nous n'étions plus en première ligne, mais nous continuions à suivre le trio kazakh. Et j'ai découvert entre autres qu'un juge d'instruction était mis sous enquête par des détectives privés. Le juge d'instruction en charge du dossier trio kazakh avait une grosse équipe de détectives privés chargés de l'influencer pour qu'il classe sans suite ou qu'il prenne des mesures pour stopper l'enquête à l'encontre du trio kazakh. Ensuite, So in English for everyone. So when Nicolas was working as the state security and was investigating about the Kazagate, he immediately realized that one of the top magistrate and prosecutor was being followed and by just qui suivait? Donc le juge d'instruction en charge du trio kazakh était suivi par des détectives privés. Okay, so private detectives that were following the magistrate investigating the Kazakh trio. Et donc, à un moment, la presse française a fait éclater le scandale et a expliqué comment une équipe envoyée par le président Sarkozy avait été chargée d'influencer les politiciens belges, qu'ils avaient eu recours principalement à des politiciens du MR, en particulier à M. De Decker, qui est décédé maintenant, et à Didier Renders. Et donc, on était à ce moment-là complètement ébahis. Et mon chef, à ce moment-là, était un commissaire qui provenait directement de l'environnement de M. Renders, puisqu'il avait été assistant parlementaire MR. Et il m'a pris en particulier, il m'a dit de ne plus travailler. Il m'a donné l'ordre formel de ne plus travailler sur le trio kazakh. Ensuite, j'ai eu le droit à toute une série de pressions qui ont culminé avec des menaces de mort à mon encontre et à celle de ma famille, ma femme et mes enfants. Et donc, en 2018, j'ai pris la décision de démissionner. Et ce qui est assez rare à la Sûreté, la plupart des gens sortent de la Sûreté et me laissent la porte ouverte. Donc moi, j'ai démissionné en précisant que je démissionnais parce que l'avenir du service pouvait constituer un danger pour la démocratie. Pendant 1 an, je suis resté et quand M. Renders est devenu commissaire européen à la justice, là, j'ai décidé quand même de faire état de ce que je savais, parce que je trouvais que c'était vraiment le comble. Et je voudrais souligner que la presse vient de publier 2 articles très intéressants qui corroborent ce que je vous dis maintenant, puisque le journal Apache, juste après le début de l'invasion de l'Ukraine, a sorti un article sur une enquête qui a eu lieu en 2014-2015 à Uccle. La cellule de traitement des informations financières avait reçu un nombre considérable d'informations sur 2 ASBL fondés par le roi de l'aluminium, Oleg Deripaska. Donc un oligarque très connu, très proche de Poutine. Et ils ont commencé une enquête pour savoir si ces sociétés ne constituaient pas des entrées pour du blanchiment. On parlait de dizaines de millions d'euros. Et comme par hasard, on est tombé dans une des sociétés sur M. Renders et son plus proche conseiller en matière culturelle, Constantin Chariot. Et comme d'habitude, exactement comme dans ma plainte, l'affaire était classée très très rapidement. Ça, c'est la première affaire que je voudrais souligner et je voudrais féliciter le journal Apache de cette intervention.
Tu veux traduire, Claude? Donc, tu veux dire par là qu'actuellement, alors qu'il y a eu des mesures de saisie des avoirs d'oligarques russes, dans d'autres pays, en Belgique, ceux qui sont toujours liés à Didier Reynders n'ont eu aucune mesure de saisie. Alors c'est plus grave que ça. Donc Didier Reynders comme commissaire européen à la justice, lui dont le nom était cité nombreuses de fois dans le Kazakh Gate, et pour rappel, le trio kazakh, c'est 3 oligarques qui ne sont pas russes, mais ils sont russophones. Eh bien, Didier Reynders, maintenant, a été cité par le journal Apache comme impliqué dans une affaire classée sans suite, mais avec des indices très importants relatifs à Oleg Deripaska, qui est un oligarque russe de premier plan. Et donc, ce même Didier Reynders s'est chargé de geler les avoirs des oligarques russes en Europe. Mais c'est complètement dingue. Alors, vous avez un deuxième aspect qui est comme très très intéressant. Si nos magistrats classent sans suite très rapidement, ce n'est pas le cas des magistrats français. Donc, je souligne l'indépendance des magistrats français. Et là, la presse française a publié plusieurs articles pour signaler que 2 des principaux syndicats de magistrats français avaient écrit une lettre ouverte à la communauté européenne, à la Commission européenne ici, pour demander que Didier Reynders ne s'intéresse plus à leur enquête sur le Kazakh Gate. Donc en clair, M. Reynders faisait de l'ingérence dans l'enquête des magistrats français dans le Kazakh Gate. Donc on revient à la même chose, on revient au 100 dossiers que M. Birkenfeld a voulu transmettre au fisc belge, dans lequel se trouvaient 2 noms des trois oligarques russes en question, ou russophones. Bon, c'est de nouveau la même affaire. Et de nouveau, là, les magistrats français, ils utilisent la voie qu'ils peuvent, donc leur syndicat, mais c'est une lettre ouverte, c'est complètement dingue. Et alors, je voudrais renvoyer un 3e point. Il y a 1 mois, j'ai publié une capsule pour signaler que cette capsule s'appelle « Les amis belges du KGB ». Et je donne 4 exemples de Belges qui travaillent ou qui ont travaillé pour le KGB. Et le premier d'entre eux est le magistrat André Van Doren, qui dirigeait l'OCAM. Donc, M. Van Doren allait à sa grande époque 4 fois à Moscou voir ses amis russes. Il a démissionné pour raison personnelle, mais il est retourné après ça au parquet général. Donc, on est dans un pays de fous ici. On est dans un pays de fous où on envoie un commissaire européen à la justice chargé de geler les avoirs des oligarques russes alors qu'il a eu des liens particulièrement louches avec eux. Et on a des magistrats qui sont pris la main dans le sac pour espionnage et qu'on laisse quasiment en fonction, peut-être pas à l'OCAM, mais au parquet général. Donc voilà, je voudrais juste signaler ça. Je pense que c'est très important. C'est très important maintenant dans cette conférence, puisque nous essayons de lutter contre les pressions qui sont faites contre les lanceurs d'alerte, et c'est très important à l'heure des sanctions à l'encontre des oligarques russes. Voilà. Merci Nicolas. Voilà, je voudrais encore souligner aussi quelque chose, c'est que j'ai reçu un coup de téléphone de Myriam Kuhn, qui est une des premières lanceuses d'alerte en Belgique, puisqu'elle était diplomate à l'ambassade de Belgique en Bulgarie. Elle a découvert un trafic de papiers d'identité au profit des filières mafieuses et de la prostitution à Bruxelles. Et elle a fait l'objet de nombreuses pressions et d'une agression physique. Elle habite maintenant à l'étranger. Elle se sent également menacée. Et elle m'a donné tout son support pour cette nouvelle institution que sera la Maison des lanceurs d'alerte à Bruxelles. Voilà. Oui. So to summarize, Nicolas was working and investigating about the Kazakh Gate affair. So the Kazakh Gate is the fact that Nicolas Sarkozy tried to modify the Belgian law through to facilitate weapons deal between Kazakhstan and France. Basically, 2 main EADS, Airbus, which is the main weapons dealers in France. The fact that the president of the Belgian Senate at that time, Armand de Decker, directly got 750,000 euros paid by the
Kazakhstan mafia by the trio. It was known from the French services that have alerted the Belgian services since years. They have alerted them since 2012. And it has lasted so long that Armand de Decker died in his bed quietly without ever being disturbed. Yeah. He was finally mis en examen, but in France, not in Belgium. Myself, I had a role in this affair because I was also I was a member of Anticor, which is an anti-corruption French association. So we went to Paris to force the public prosecutor to have a mise en examen, so just an inculpation of Patok Chodiev, and we got it finally. And I was also followed by some of these guys, even in London. But finally, it's the French justice that has incriminated Belgian billionaires for corruption, for foreign corruptions. That's just complete nonsense that we have to go to France to a French magistrate that were alerting Belgian services since 10 years to finally have an inculpation of the second wealthiest man of Belgium, Patok Chodiev, in Paris. That's the situation in Belgium. Yes, as Nicolas said, that we are a foolish country, you said. I can confirm that. I spoke about the 40,000 files of money laundering. Well, I can say that the Belgian state is the most cheap money launderer in the world. Normally, criminal money launderers ask 10, 20, maybe 25%. We only asked 2.5%, as I said before. So what do you mean, the 2.5% is what finally? Finally, the tax on laundered money that we back in the States. Yes. Okay. So we were the cheapest. Yeah. Okay. Voilà, comme dit Karel. Si on regarde l'ensemble des impôts qui sont effectivement rentrés en Belgique sur les 40 000 dossiers d'évasion fiscale massive, il y a 2,5% d'argent qui est rentré sur les revenus qui auraient dû être perçus par le fisc belge. Sur le capital. Et donc c'est finalement, quand les intermédiaires vont dans des paradis fiscaux, des commissions leur sont prises de 10 à 20% parfois pour pouvoir cacher leurs avoirs. Ben en Belgique, finalement, comme les gouvernements belges ne prennent que 2,5%, ils sont beaucoup moins chers que les intermédiaires en Suisse ou ailleurs, vu que l'État belge prend 10 fois moins que les fiscaux trafiquants, comme on les appelle parfois. So to continue with Nicolas, so he was emphasizing the fact that still now, so we were all really astonished in Belgium that Didier Reynders was appointed as European Commissioner for Justice, since he was investigated in Belgium everywhere for corruption and linked to Nicolas Sarkozy. So we were really astonished also to see that when he was appointed at the European Parliament, no one of the Belgian MP did say anything about the corruption affair and the investigation about Didier Reynders. I was following, I remember, the broadcasting of the hearing of Didier Reynders to be nominated. Even the Greens that were leading the investigation in Brussels, the Greens were just silent and quiet. I remember, what's her name? No, there was a... Caroline? Attends. No. Saskia Brikmont. Yeah, Saskia Brikmont was the one telling the floor of the European MPs what she was thinking about Didier Reynders. And her only sentence was, please, Mr. Reynders, would you ensure us that you will respect the law? Wow, it's really impressive. But she was from the party that investigated for years about corruption and just what Didier Reynders did also for covering money laundering. So that was fantastic to see our Green MP that were only able to see, please, Mr. Reynders, could you just confirm that you will respect the law? Okay, so that was really something really amazing. So now we have this European Commission of Justice in Belgium, which is suspect of corruption, but has a tight link with the Russian criminality. That was really famous, and like Nicolas said, he is in charge to prosecute Russian oligarchs at the European level, but himself has a lot of ties with them. So that's really funny. Did I summarize
most of your thought? Okay. Thank you very much. So I think it's important to cite names, not only to say Belgium. It's not Belgium. Most of Belgium are just fantastic civil servant, citizen that don't want to see that all the rich people don't pay taxes. Karel was a top civil servant, exemplary civil servant. He did the best he did to get some billions back from these rich people. Peter van Kalster, as in the Justice Department, also did the best he could do, and he was also just put back for, it was 6 years as a substitute du procureur du roi from Antwerp. He was just forbidden to investigate anymore. But the name that we found in these three cases, of course, you have the Minister of Finance and Justice. We thought that with the Didier Reynders was at finance. We have Koen Geens for justice, who himself was a lawyer for the money launderers. So he founded one of the biggest law cabinet that was against the civil ministry. But you have also the top civil servant from the EZ, from the Inspection Spéciale des Impôts, Special Tax Service, Frank Philipsen, which came from a liberal minister cabinet, he was head of cabinet for Hervé Jamard from MR. You have then Hans Dont, which is the boss of the Ministry of Finance. Hans Dont, which was the head of cabinet of Yves Le Terme, prime minister from Christian Democrats from Flanders. You have after Frank Philipsen, you have Yannick Hulot. These are the people, the very same people that Bradley sent files to, the UBS files. So you see that at the end, it's a few bunch of people that are able to stop any investigation and to discourage exemplary civil servants to do their job. So if we can just encourage civil servants that are already nominated, that probably they will be sometimes for 6 months forced to be at home with their salary without working, but they have a lot of colleagues, and I think that the goal of a meeting like today is also to encourage all these top civil servants, honest people, say no, we don't want to accept that anymore. Even if you have always the same 5 or 6 people at the top of the justice and tax administration that are blocking investigation, we are able to alert the public opinion and help these civil servants to be whistleblowers or to send information to whistleblowers. And to pardon me, and to add to that, it's very important. Why should it take a foreigner to come to your country to give your government information on tax cheats? I mean, should I go to Fiji and should I go to Madagascar and everywhere else? So this is really the core problem. It proves the ingrained corruption. When someone goes out of their way, I have nothing to gain. Absolutely. I asked for a passport from Belgium. I thought it would be nice to be Belgian. Okay, love the chocolates, love the people. But why is it that their own government, where workers within the government are doing their job and being pushed down? As we say in Dutch, u ging bij de duivel te biechten. You can translate. As we say in Dutch, you were too close from the devil. Comme on dit en néerlandais. Ouais, il était trop près du diable, comme on dit, voilà. C'est bon ça. Yeah, for sure. Lucifer. Yes, I would like, of course, to show Bradley's history has been told in that book, Lucifer's Bankers, in English. You can find some order it online also, and that's the French version here. So I will just encourage you to read that story. That's a story from 2008 up to now. And first, the fight he has to make in the US, because you know the Minister of Justice of US was not happy at all at the beginning, but he realized, he succeeded to go to so many administrations that at the end they couldn't forbid the story to go public. Well, in addition to that, and I'm not here just to try and promote my book, it's more about telling the story because my government lied. They lied to me, they lied to the prosecutor, to the Congress, and they lied in the courtroom. So even so, UBS was being held accountable in France. And I was on probation in America. And my own government did not want to let me go to help an ally testify in that criminal trial that I started in America. So I talk about it in the French version of the book, where
I hired a avocat in Paris and had the magistrate issue me a subpoena through the French embassy in Washington. And I told my attorney, if the government doesn't let me go, I want to sue my own government for obstruction of justice. I was on the next flight to Paris. So I had to fight within my own government to help an ally in a criminal investigation. This is how ridiculous it is. I come to your country and give your government information, and they say, well, we don't need it, or we don't like it, or the dog ate my homework, or whatever it is. And I said, this is ridiculous. Why? I know the facts. And I said, you must investigate this. This is criminal conduct. Oui, merci Bradley. Donc Bradley répète effectivement qu'aux États-Unis comme ici, c'est lui-même, d'abord, pourquoi un étranger devrait venir en Belgique pour aider les enquêtes de grande fraude fiscale, alors que les institutions belges ont tout à fait les moyens de faire ces enquêtes, mais ne le veulent pas. Même chose aux États-Unis au début, où il a vraiment dû se battre pour que tout arrive, et soit rendu public. Je pense que ici, en Belgique, ce qu'on pourrait demander tout simplement, c'est via le Parlement, de demander que les parlementaires eux-mêmes demandent qu'il y ait une audition de Bradley à la Chambre des représentants, parce que pour le moment, c'est resté juste à des négociations secrètes entre le fisc, la justice et Bradley, mais simplement confronter les parlementaires belges à leurs responsabilités. C'est eux qui ont une responsabilité de contrôler l'efficacité des services publics, la non-action du ministère de la Justice et des Finances. Et donc je pense, moi j'aime bien faire des petites blagues, donc j'essaierai bien de téléphoner à un député pour lui demander s'il serait d'accord d'avoir une audition de Bradley à la Chambre. On essaye quelle partie bleu, vert, orange, rouge, tous. Donc, écoutez, j'ai essayé hier. Lequel? Le micro, là, le micro. Bah, écoutez, on va s'amuser un petit peu. Oui, bon, oui, tout à fait, exactement. Parce que, so I was trying to promote that you will be here in the Chamber of Representatives, in the Parliament, Belgian Parliament. Don't forget the king as well. The king, yeah. I have no contact with him. Sorry. Yeah. So I know that there was there is the green ones. I like the green ones because they are the ones shouting a lot against tax evasion. But I would like to see them more active, really in the Parliament. So. There was Gilles van den Buur. So we are trying to lobbying since a long years with Christophe from Cumeleo for having more transparency laws in Belgium. So we wrote for him a bill that is just waiting since 3 or 4 years without answer. So I think that perhaps he will answer me. Let's try. We could go to Parliament and visit him. Yeah. J'ai pas le téléphone de Reinders, désolé. Bienvenue chez Voicemail. Gilles van den Buur. C'est bien lui. N'est pas disponible actuellement. Veuillez laisser un message après le signal sonore. Pour terminer, raccrochez ou appuyez sur le carré pour d'autres options. Merci pour votre appel. Oui, bonjour Monsieur Van den Buur, c'est Claude Archer de Transparentia. Je suis ici à côté de Bradley Birkenfeld, qui est le lanceur d'alerte qui a transmis de nombreux dossiers de grande fraude fiscale et qui aimerait bien être auditionné au Parlement, vu que les dossiers apparemment n'ont jamais été investigués par l'administration fiscale ni par la justice. Et donc, en tant que leader du groupe écolo, est-ce que vous seriez d'accord d'organiser une rencontre avec vous au Parlement et Bradley Birkenfeld, comme il est ici à Bruxelles? On peut passer tout à l'heure cet après-midi dans votre bureau si vous voulez, ou quelques jours plus tard. Donc, est-ce que vous pourriez me rappeler pour convenir d'un rendez-vous? Merci. Voilà, on fait le premier. Alors on va essayer quoi? Bleu ou rouge? Bleu, allez, bleu. Voilà. Alors on va essayer. L'ancien présentateur de RTL, Michel Demact, qui est devenu député. Ah, Pied-de-Bœuf, ouais, il peut. On va voir s'il nous a dit. Ah oui, c'est le chef de groupe MR, Pied-de-Bœuf. Ça, j'ai la chance de. Oui, il est très sympa, mais il fait rien. On va voir s'il me répond déjà. Ça, c'est le chef de groupe du Parti libéral au Parlement.
Oui, bonjour Monsieur Piedboeuf, c'est Claude Archer de Transparentia. Je vous appelle ici parce qu'on organise une réunion sur les lanceurs d'alerte et Bradley Birkenfeld, un des anciens directeurs du BS aux États-Unis, a transmis énormément de fichiers sur la grande fraude fiscale au ministère des Finances et de la Justice sans résultat. Et comme il est ici à Bruxelles, je voulais savoir s'il y avait moyen de venir en vos bureaux cet après-midi ou demain pour organiser une rencontre au Parlement et qu'il puisse éventuellement faire une audition pour que les parlementaires puissent comprendre qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans l'administration fiscale et judiciaire pour que ces dossiers de grande fraude fiscale n'aboutissent pas. Je crois que c'est une grande opportunité pour vous aussi de rencontrer Bradley Birkenfeld. Est-ce qu'éventuellement on pourrait se voir cet après-midi à ce sujet? Je vous remercie, au revoir. Ah oui, il y a un petit lieu. Ah oui, c'est ça, ok. Attends, est-ce que j'ai encore son numéro là? Parce que la chance qu'on a, c'est qu'avant tout, comme on a fait beaucoup de lobbying, pardon? Micro. Ah oui, pardon. Petit lieu. Non, attends, je vais peut-être essayer. Donc, Ahmed Lawej, qui est chef de groupe socialiste au Parlement, a été lui-même un fonctionnaire du fisc et un inspecteur des impôts. Donc il est a priori tout à fait sensibilisé à ça. Maintenant qu'il est au pouvoir, voyons voir si... je n'ai pas son numéro, mais j'ai son adjoint que je connais bien, parce qu'il il travaille souvent comme bourgmestre faisant fonction de Kuckelberg. Et quand on a dû convaincre sa commune de plus... Il a accepté d'ailleurs pour plus de transparence. J'ai un bon contact avec lui, donc essayons. Khalil Awasti. Allô, allô. Allô? Vous entendez ou pas? C'est au-dessus? Bonjour, c'est Kylian. Je suis à disponible pour l'instant. Très bien, numéro de téléphone. Oui, bonjour Khalil, c'est toujours Claude Archer. Écoute, je te rappelle pour un autre dossier que les allocations loyers, mais pour le dossier de la grande évasion fiscale. Je suis ici à côté de Bradley Birkenfeld, qui est le lanceur d'alerte, ancien directeur du BS États-Unis, qui a transmis au ministère des Finances il y a quelques années et au ministère de la Justice une centaine de dossiers, dont des dossiers du dossier kazakh, de la famille Verlinden, etc., dont le ministère des Finances n'a encore jamais traité réellement le cas. Et je voulais savoir s'il y avait moyen d'inviter au groupe PS cette semaine, comme il est ici à Bruxelles, Bradley Birkenfeld, pour qu'il soit écouté par vous. Par exemple, si cet après-midi vous avez un moment simplement à la Chambre pour en parler, ou proposer une audition de Bradley Birkenfeld à la Chambre, vu qu'il a énormément de dossiers qui intéresseront certainement Ahmed Lawej, ancien inspecteur des impôts, sur ces grands schémas de fraude fiscale. Donc est-ce que tu pourrais me rappeler encore aujourd'hui, parce que Bradley ne sera là que 2 jours en Belgique, mais il reviendra certainement si vous acceptez au groupe socialiste de le recevoir. Je te remercie et dis-moi si tu as un retour d'Ahmed Lawej sur le sujet. Bonne journée. Socialiste, ok. Moi, je veux proposer ou dire quelque chose, ajouter à ce que vous avez dit ici concernant les institutions européennes. Très bien. Je fais encore un parti, et puis après... Attendez. Ils sont tous en congé ou quoi? Parce qu'ils sont quand même fort payés pour faire cette monde. Mais ils sont peut-être au Parlement, ils sont peut-être occupés de travailler au Parlement, donc ils ont... Mais c'est pour ça que je propose cet après-midi. Voilà. Donc, bon, lui sera, à mon avis, favorable. C'est un ancien inspecteur des impôts aussi qui est chef du service d'études du PTB, donc un parti de gauche radicale. Lui il a déjà fait une interpellation au Parlement demandant l'audition de Bradley. He already asked for your audition, but so normally would be supportive. Donc c'est Marco Vanez. Yeah, of course. I give you the word just afterwards. Bien sur le répondeur de Marco Vanès, laissez votre message après le bip. Oui, bonjour Marco Vanès, c'est Claude Archer de Transparentia. On a ici une réunion sur la fondation d'une maison des lanceurs d'alerte à Bruxelles. Et je sais que vous aviez fait des interventions au Parlement sur les fichiers de Bradley Birkenfeld qui est à côté de moi.
Et est-ce qu'il serait possible de le recevoir cette semaine au groupe PTB au Parlement et d'organiser une demande d'audition devant la Chambre pour comprendre pourquoi la centaine de dossiers qui ont été transmis au fisc et à la justice n'ont jamais abouti, notamment sur le trio kazakh ou sur la famille Verlinde et d'autres grandes familles belges. Voilà. Est-ce que Bradley est ici? Est-ce qu'éventuellement cet après-midi, on pourrait passer dans votre groupe politique au Parlement ou demain? Comme il n'est pas là longtemps en Belgique, si vous aviez l'occasion de me rappeler rapidement, j'en serais ravi. Merci beaucoup. Voilà. On a tout le spectre maintenant. Donc, Il y a encore la NVA. la NVA, ok. Ok, bon, bah, là, La NVA, j'ai de toute façon, ils sont pas garantis que ça marche, mais allez, je peux contrôler le VP. je vais essayer. Je sais pas si la NVA. Ok. Et le CDNV? J'ai très peu de numéros, mais je peux essayer. C'est eux qui tiennent l'administration. Pas le numéro de De Croo. Quelqu'un a le numéro de De Croo? On peut l'appeler. Ah oui, si vous avez d'autres numéros, n'hésitez pas, on les fait tous. Hallo met Sieltje, die is André te spreken naar de phone, bedankt. Ja, dag Sieltje. Ik ben hier Claude Ascher. Dus ik ben hier in een meeting voor klokkenluiders hier in Brussel. En we hebben uitgenodigd iemand dat beroemd is Bradley Birkenfeld. Hij was de ex-directeur van UBS, Verenigde Staten. En hij zou hier kunnen bij uw groep, bij de Kamer komen om gewoon te getuigen, om vragen als hij kan worden gehoord over het feit dat hij heeft honderden dossiers aan het ministerie van Financiën en Justitie gegeven en dat sinds jaren niets gebeurt door de huidige regering. Zou het mogelijk om vandaag of morgen bij de NVA in de Kamer een afspraak met hem te nemen om daarover te kunnen spreken? Dankjewel, salutjes. Voilà. Bon, voilà, on a fait tous les grands partis. Allez, le VP. J'ai pas le vase blanc, j'avais un avant, mais... Alors ici. Ok. Ah, j'ai le maire qui dit je vous rappellerai. Et il me le dit toujours depuis 4 ans, mais bon, c'est gentil. Il me rappellera. Écolo, pas de nouvelles. Voilà. Maintenant, je vais vous présenter. Je vais bien sûr vous donner la parole et vos interventions du public, mais viennent spécialement de Paris 2 personnes que je voulais présenter ici. Donc, je dois dire que sans doute qu'on ne se serait pas lancé dans cette aventure sans l'appui de Juliette Alibert, qui est une des avocates de la Maison des lanceurs d'alerte de Paris. Donc, la Maison des lanceurs. Voilà. Donc merci beaucoup pour ta venue et pour tous les conseils téléphoniques que tu nous as prodigués depuis de longues semaines et qui nous ont certainement convaincus aussi de franchir le pas. Et donc je vais te donner la parole pour parler un peu du projet de la Maison des lanceurs d'alerte. Je vais aussi présenter, qui arrive aussi de Paris aujourd'hui, Jacques Transo. Jacques Transo, qui est le rédacteur en chef d'un journal d'investigation multiville qui s'appelle Médiacité, présent dans 4 grandes villes françaises et qui veut restaurer la qualité du journalisme local d'investigation dans les grandes villes françaises, pour le moment à Lille, où ils viennent de fêter hier leurs 5 ans, à Lyon, à Toulouse et à Nantes. Et Jacques nous parlera de son projet journalistique. Je rêve depuis des années que Jacques crée une section à Bruxelles, évidemment, et qu'il arrive à trouver assez d'argent pour payer 5 journalistes pour faire le même travail ici à Bruxelles, parce que je crois que des informations, on en a pour 10 ans à lui donner. Et aussi, j'ai souvent essayé de le mettre en contact avec le journal d'investigation Apache, qui est ici, Steven est ici, qui font un travail formidable en Flandre, une sorte de Mediapart flamand. Et donc, on en parlera aussi. Je vais redonner maintenant la parole à Juliette, qui va nous parler du projet de la Maison des lanceurs d'alerte français, créé avec Antoine Deltour, notamment en 2018. Antoine Deltour qui a eu la gentillesse de faire une petite vidéo de soutien, parce qu'il n'a pas pu venir aujourd'hui, mais qui nous soutient pleinement. Et les conseils de Juliette Valdelor, donc je vais lui laisser la parole. Bonjour à tous, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis ravie d'être à cette table avec autant de lanceurs d'alerte et puis des journalistes et puis avec Claude Archer, avec lequel on a énormément échangé
justement sur le projet de construction d'une maison des lanceurs d'alerte belge avec ses propres modalités de fonctionnement et c'est extrêmement intéressant et je pense qu'on reviendra sans doute sur cette question-là. Donc moi je suis Juliette Alibert, je suis avocate au barreau de Paris et il se trouve que j'ai la particularité d'accompagner la maison des lanceurs d'alerte française depuis 3 ans maintenant. Et notamment, je coordonne sa permanence juridique, qui est, si vous voulez, l'instance qui reçoit tous les dossiers de lanceurs d'alerte de cette association. Donc je vais réexpliquer un petit peu assez rapidement, je ne sais pas, j'ai combien de temps 10 minutes oui, ouais. oui. Je vais expliquer un petit peu comment elle fonctionne, ce qu'elle fait, cette association, parce que c'est une association que je trouve particulièrement active et qui essaye d'aider à la protection des lanceurs d'alerte, mais aussi de faire en sorte que les alertes soient traitées, parce que c'est une autre des difficultés, c'est pas seulement que les lanceurs d'alerte sont victimes de représailles, mais c'est aussi que malgré les dénonciations, il ne se passe pas nécessairement de mesures pour mettre fin à ces actes de corruption, d'atteinte à l'environnement. Donc voilà, donc pour vous expliquer un peu les choses, la Maison des lanceurs d'alerte, c'est quoi? C'est donc une association à but non lucratif qui a été créée donc, fin 2018, comme l'exprimait Claude à l'instant. Suite à la mobilisation et le fait qu'il y ait beaucoup d'organisations, de syndicats qui aient souhaité créer cette association-là. Donc on avait initialement des organisations comme Transparency International France, comme Sherpa, comme Anticorps qui travaillent sur la lutte anticorruption. On a aussi dans les membres fondateurs des organisations comme Greenpeace, comme Bloom, des syndicats comme la CFDT Cadre, la CGT, l'UGICT. Donc voilà, donc ça montre en fait qu'on a cette palette d'organisations qui aujourd'hui sont une vingtaine, qui ont composé, qui ont créé, qui sont donc des personnes morales qui ont créé cette organisation. Et il y a aussi des personnes physiques, puisqu'on a Antoine Deltour, donc un célèbre lanceur d'alerte que vous connaissez sur les LuxLeaks. Mais on a aussi, par exemple, Laurent Mauduit, le cofondateur de Mediapart, qui est administrateur de cette association. Donc, ça aussi, cette gouvernance est intéressante parce qu'elle part de la compétence technique de plein d'organisations pour la mettre ensemble, la rassembler et agir ensemble sur une thématique qui est la protection des lanceurs d'alerte et le fait de faire en sorte que les alertes soient traitées. Donc, à compter de 2019, l'association donc a lancé ses activités. C'est là moi, que je suis arrivée. Et à l'époque, il y avait Jean-Philippe Feugel qui était un doctorant qui travaillait spécifiquement sur les lanceurs d'alerte et que peut-être vous connaissez. Le délégué général qui s'appelle Glenn Milou aussi, qui était là. Donc on était 3 dans cette organisation. Et donc nous avons dû créer les activités de cette association-là, c'est-à-dire construire cette permanence qui est la porte d'entrée pour les signalants qui veulent témoigner de leurs difficultés et se faire appuyer par cette organisation-là. Donc concrètement, comment cette association fonctionne? On a 7 permanences juridiques avec une plateforme technique qui permet de sécuriser les échanges parce qu'il y a aussi cette problématique de confidentialité, oui, mais de sécurisation des réseaux de communication, parce qu'on peut avoir des alertes extrêmement sensibles. Et donc, il y a cette plateforme qui recueille les alertes, avec cette équipe juridique qui traite les alertes, qui fait un travail de vérification des différentes conditions pour voir si effectivement les personnes sont bien des lanceurs d'alerte ou non. Et qui, en fonction des situations, va faire des recommandations, va appuyer le dossier, y compris devant les instances. Donc la MLA a pu plaider devant... Moi, j'ai été plaidée pour la MLA devant le juge administratif, devant les chambres sociales. Potentiellement, demain, on pourrait intervenir devant aussi le juge pénal. On a fait aussi une tierce intervention devant la Cour européenne des droits de l'homme. Donc il y a vraiment cette ambition. Quand il y a des dossiers qui nous semblent importants, qu'il y a un enjeu de contentieux stratégique, il y a un enjeu parce qu'on va essayer de faire évoluer la jurisprudence sur les lanceurs d'alerte, parce que nous, en France, on a un régime de protection qui date de 2016, qui est la loi Sapin 2, et là, il a été amendé récemment par la transposition de la directive européenne, qui, je crois, si je ne me trompe pas, en Belgique, n'a pas encore été transposée, alors même que le délai de transposition est échu depuis la fin de l'année dernière, enfin 2021.
Donc cette association-là va donc aller jusque porter certains contentieux, aller plaider certains dossiers pour demander la protection des lanceurs d'alerte, mais elle peut aussi solliciter les autorités administratives indépendantes qui sont compétentes pour traiter des signalements des alertes. Donc elle peut adresser des courriers à la CNIL, qui est le DPD sur la protection des données personnelles. Elle peut solliciter la CNDASP, qui est une commission indépendante sur tout ce qui est alerte en matière de santé, en matière sanitaire. Elle peut solliciter le parquet national financier pour obtenir finalement que les alertes soient véritablement traitées, parce que ça, c'est une des difficultés. Et au-delà de tout ça, sur la plupart des cas, elle s'en tient à des conseils à la fois oraux écrits aux lanceurs d'alerte qui la sollicitent, pour les guider, pour éviter qu'ils fassent des erreurs, à la fois en termes de confidentialité, en termes d'erreurs stratégiques devant les prud'hommes, pour qu'ils puissent bien faire valoir qu'ils ont cette protection au titre de leur statut de lanceur d'alerte, parce que ça, c'est extrêmement important, pour les aider aussi dans les conseils médiatiques, parce que quand c'est opportun, et c'est pas opportun pour la majorité des dossiers, on peut aller in fine devant les médias pour communiquer sur l'alerte. Moi, je travaille aussi beaucoup avec des journalistes d'investigation sur les alertes parce que, avec le secret des sources, ça permet de protéger les individus sans finalement que leur identité soit communiquée auprès du grand public, mais faire aussi en sorte que l'opinion publique ait le droit à avoir accès à l'information, surtout quand il s'agit d'alertes qui les concernent tous, d'alertes santé, d'alertes corruption, et voilà. Et donc, elle fait ce travail-là, elle accompagne aussi les lanceurs d'alerte d'un point de vue technique en les aidant. On peut leur fournir de temps en temps des outils sécurisés, spécialisés, quand leurs alertes sont particulièrement sensibles. Donc voilà, l'idée c'est vraiment qu'elle fasse cet accompagnement global de l'ensemble des personnes qui la saisissent, avec de toute façon cette phase d'instruction. Et c'est vrai que tous les dossiers ne sont pas des dossiers de lanceurs d'alerte, et ça j'insiste là-dessus. Il y a bien des critères juridiques au sens de la loi Sapin 2. Et demain, quand la loi va entrer en vigueur en France, c'est au 1er septembre 2022, des critères aussi juridiques pour les lanceurs d'alerte qui demanderont donc cette reconnaissance du statut. Donc on travaille aussi avec le défenseur des droits aussi. Je crois que vous avez aussi un défenseur des droits en Belgique, l'équivalent. Parce que nous, il a un rôle assez important. Non, ce n'est pas le ministre de la Justice, ce n'est pas le procureur général, c'est une personne qui a un rôle d'intérêt, un médiateur, c'est un médiateur. C'est ça, c'est un ombudsman, sur le modèle de l'ombudsman, une autorité indépendante, mais... On a un médiateur en Belgique, j'ai été le premier à la saisir. Non, voilà, donc je te laisse parler. Voilà, et donc tout ça, c'est le travail d'accompagnement des alertes et des lanceurs d'alerte. Donc c'est cette cellule qui travaille de façon très confidentielle sur les dossiers. Les dossiers qui sont préservés dans cette cellule, qui ne sont pas non plus qui sont pas diffusés aux administrateurs, eux réfléchissent aux orientations, à la stratégie, etc. Mais tant que les dossiers ne sont pas publics, ils ne sortent pas en fait de cette cellule. Donc on travaille vraiment avec le sceau du secret, et c'est extrêmement important parce que sinon c'est aussi le gage de confiance dans la maison des lanceurs d'alerte. Vous n'entendez pas, vous poursuivez l'investigation au sein de votre cellule sur les dossiers. Est-ce que vous... non, je vous demandais Monsieur demande, allez-y. Si vous poursuivez l'investigation au sein dans la cellule, ou alors c'est simplement en fait la gestion des dossiers. C'est la gestion, mais aussi c'est de l'investigation sur les dossiers. Ça peut aller jusque de l'investigation en fonction des cas. Parce qu'on a aussi quelques alertes anonymes qui nous arrivent, et du coup, on peut potentiellement, en tant qu'association personne morale, porter l'alerte à la place du lanceur d'alerte et aller solliciter les autorités compétentes si on estime que les allégations de la personne sont bien fondées, qu'il y a un minimum de sérieux. Donc ça passe par un travail d'instruction qui est extrêmement important, de vérification. On travaille sur pièce, on ne travaille pas sur la base de simples témoignages. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de lanceurs d'alerte ou de personnes qui s'estiment lanceurs d'alerte qui viennent, qui ont simplement leurs témoignages, les difficultés, mais tant qu'on n'a pas un minimum d'éléments probants matériels, on ne peut pas se positionner pour les accompagner. Donc on les conseille évidemment, mais on ne peut pas faire ce travail d'aller potentiellement jusque plaider le dossier devant les juridictions. Donc c'est tout ce travail qui est fait à la Maison des lanceurs d'alerte, avec un travail de réseau extrêmement important, avec donc ces journalistes d'investigation, ces différentes organisations en fonction des thématiques. Donc quand on est sur des thématiques environnement, on peut aller travailler avec Greenpeace sur un dossier parce qu'on a une question sur le nucléaire, par exemple. On va travailler avec Foodwatch sur les problématiques
de difficultés sur les produits alimentaires et le fait qu'ils ne sont pas conformes et qu'ils ne sont pas consommables. Enfin voilà, c'est pour vous expliquer aussi que ça permet un travail en réseau et finalement d'essayer de faire avancer ces dossiers-là tout en protégeant, et ça c'est la priorité, les lanceurs d'alerte. Donc cet accompagnement-là est fait et on fait aussi un travail de plaidoyer pour faire changer la loi, faire changer le droit et pour qu'il soit vraiment efficient à protéger les personnes qui saisissent cette association-là. Donc, initialement, il y a eu cette loi Sapin 2 dont je vous parlais, de 2016, qui donnait un statut protecteur aux lanceurs d'alerte dans le cadre du travail et hors du cadre du travail. Donc, c'était assez inédit. Mais la loi n'allait pas assez loin à notre sens, et surtout, il y avait cette directive qu'il fallait transposer. Donc, cette association, avec une coalition d'organisations, la coalition Alerte, a fait un travail de plaidoyer pour, auprès des députés nationaux, faire changer la loi et faire en sorte qu'on conserve des acquis de notre régime juridique préexistant, tout en prenant le soin d'aller au-delà et d'essayer d'aller plus loin, si vous voulez, même que la directive, tant que c'est favorable aux lanceurs d'alerte, ça c'est possible juridiquement. Donc on a obtenu des avancées qu'on considère intéressantes. Et puis bon, je ne sais pas si on parlera de cette directive un peu plus tard, mais voilà, ça vous donne une idée, j'espère, et n'hésitez pas si vous avez des questions, de ce que fait cette association-là. Et c'est extrêmement intéressant quand Claude m'a expliqué qu'il y avait ce projet de faire une association en Belgique, parce que elle avait alors différentes, il y avait différentes opportunités et puis surtout on a pu ensemble avoir un bel échange pour voir comment, en tout cas qu'on puisse se nourrir de nos expériences mutuelles, toi avec Transparentia pour l'instant en tout cas, et du coup c'est extrêmement riche de pouvoir se rencontrer et réfléchir. Moi je pouvais donner un feedback aussi sur des opportunités, des choix qui ont conduit aujourd'hui la maison des lanceurs d'alerte à travailler peut-être sur tel domaine ou sur tel autre domaine, et donc j'espère que ça pourra vous aider dans votre projet que je trouve très intéressant, et je pense qu'on a besoin de diffuser des maisons des lanceurs d'alerte parce que la problématique, elle est importante, elle est récurrente et qu'on la voit dans plein de pays. Et pour vous dire, on a des lanceurs d'alerte d'autres pays qui contactent la maison des lanceurs d'alerte. Donc ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est les mettre en lien avec des organisations qu'on a identifiées. En général, c'est sur des thématiques spécifiques. Mais demain, il y aura une maison des lanceurs d'alerte belge. Donc si on a des personnes belges, de toute façon, elles seront informées qu'il y aura cette association. Donc voilà. Mais on pourra les renvoyer vers votre organisation qui sera une organisation dédiée à leur accompagnement. Donc je trouve que c'est très important de fédérer ce réseau d'organisations au niveau européen. Et il pourrait y avoir, je dis pourrait, je parle au conditionnel, potentiellement une maison des lanceurs d'alerte suisse. Il y a un projet, alors je ne veux pas développer davantage, mais qui... Il y a un Suisse dans la salle ? Non, voilà. Donc c'est pour vous montrer que ça fait des petits et qu'on va travailler ensemble, ça va être très, très intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup Juliette. Donc effectivement, oui, votre expérience est fondamentale pour nous et tu as souligné quelque chose de fondamental, c'est ce réseautage avec des journalistes d'investigation et la nécessité d'une presse d'investigation qui va accepter d'aller pouvoir évaluer les dossiers. Donc d'abord de garantir cette confidentialité, mais sans ce réseau de journalistes d'investigation qui vont pouvoir assurer que l'alerte porte ses fruits dans l'opinion publique, évidemment on est très vite coincé. Je dois dire que pour Transparentia, c'est la même chose. La grande partie des moyens d'influence vient simplement parce que les politiciens ont peur que j'affiche leur tête sur les réseaux sociaux et qu'après ça, il y a une diffusion par la presse qui reprenne l'information. Donc ce rôle est important. Et c'est pour ça que j'essaie de céder maintenant la parole aussi à Jacques Transo. Je l'ai invité aussi parce qu'il a un rôle fondamental sur justement redonner le goût à des journalistes pour l'investigation, recréer aussi le public, un soutien du public, parce que c'est un journalisme qui coûte cher forcément, comme il prend du temps, et qui demande une adhésion un peu militante, de s'abonner à des journaux comme Mediacité, Mediapart, ici à Apache en Belgique, qui permettent simplement à ces journalistes d'enquêter. Et c'est ce lien entre les informations des lanceurs d'alerte et des journalistes d'investigation, pas des journalistes qui sont juste des pigistes qui ont une demi-heure par jour par sujet et qui n'ont vraiment pas le temps d'investiguer. Et donc je voulais vous présenter Jacques Transo, qui a fondé il y a 5 ans ce projet Mediacité, qui est vraiment pour moi aussi un exemple et qui j'espère fera école en Belgique. Merci. Alors je vais être très court, parce que ça fait déjà 1h30 que vous écoutez des gens et que je sens que la salle s'impatiente et il y a plein de questions à poser. Donc pour la page de publicité Mediacité, le mieux c'est que si vous êtes curieux, vous allez voir.
mediacité.fr et vous allez vite comprendre. Ce qui est important de dire, c'est qu'on a besoin d'investigations locales. On en a besoin dans l'absolu de l'enquête locale, parce qu'en France, moins en Belgique, mais en France, tout est concentré à Paris, alors qu'il y a 1000 choses à raconter. Et il y a aussi des lanceurs d'alerte dans les villes, dans les régions, dans les villages. C'est-à-dire que là, on parle de grands lanceurs d'alerte, mais tout le monde est potentiellement lanceur d'alerte. Pour moi, c'est l'esprit civique. C'est-à-dire que le citoyen qui croit voir un dysfonctionnement dans sa collectivité, dans son entreprise, il doit pouvoir s'adresser à quelqu'un. À qui s'adresse-t-il ? Peut-être qu'un jour, il s'adressera à la maison des lanceurs d'alerte, mais elle va vite être débordée. Peut-être que tout simplement, cette personne peut s'adresser à un journaliste qui enquête, qui prend le temps d'enquêter, de l'écouter, et qui peut éventuellement sortir une investigation locale. Hein. Et donc c'est pour ça que Mediacité a sa place. On s'est lancé donc il y a 5 ans, comme Claude vous l'a dit. On espère essaimer dans toutes les grandes villes. On a déjà eu l'occasion de travailler avec Apache et Steven Van Den Busch, que je vois au fond de la salle. Et on essaye de sortir des enquêtes qu'on ne trouve nulle part ailleurs. En gros, c'est ça, pour diversifier, pour soigner le pluralisme. Hein. Donc ça, c'est le fond du fond. Et on sort des choses. Par exemple, mes confrères parisiens se concentrent sur les grosses affaires. Nous, on est alliés avec Mediapart. Ils sont un peu dans le capital, ils ont 3% du capital de Mediacité. On travaille régulièrement avec eux, hein, mais ils sont hyper débordés, ils se concentrent sur les grosses affaires. Dès que vous passez à un registre un peu en dessous, vous pouvez sortir de très belles affaires qui ont un intérêt immense. Exemple, on s'est intéressé à un gros assureur lyonnais qui n'est pas très connu, il s'appelle April, qui pratique l'évasion fiscale. Personne ne s'intéressait à lui parce que ce n'était pas la première catégorie, il n'était pas dans les toutes grandes entreprises, mais dans la deuxième catégorie d'entreprises. On a prouvé qu'il pratiquait l'évasion fiscale à Malte. Le parquet national financier a déclenché une enquête suite à nos révélations. L'entreprise a été redressée de 60 millions d'euros. Voilà. Donc c'est pour nous un très beau résultat qu'on a obtenu. Quand vous avez les consortiums internationaux de journalistes, vous entendez parler de l'ICIG ou d'autres consortiums, ils ont des téraoctets de documents. Comment ils font ? Ils font par mots-clés, ils instaurent un moteur de recherche et ils regardent uniquement sur les principaux noms, les Didier Reynders ou les grands noms de la politique ou les grandes entreprises. On a travaillé avec eux sur, par exemple, les Football Leaks. Ils se sont intéressés uniquement aux grands clubs de foot. Nous, on s'est intéressé à nos clubs de foot, Lille, le LOSC, l'Olympique Lyonnais, etc., dans les villes où on est présent. Et on a regardé et on a exploité une toute petite partie, mais une autre partie de ces gigantesques bases de données qui n'étaient pas exploitées. Hein. Donc vous comprenez toute l'importance de la granularité et de rentrer dans la profondeur et de traiter l'aspect local des choses. Voilà. Donc je vais pas aller plus loin. Je vais juste dire une chose en plus, c'est que des gens qui s'adressent à nous, donc on va les appeler les lanceurs d'alerte ou juste des citoyens, ils sont encombrés de leur objet. C'est-à-dire ils ne savent pas comment se dépatouiller de ça. Ils sont souvent fâchés, mais ils font peur aussi. C'est-à-dire ils excluent. Autour d'eux, les gens ont un peu peur parce que c'est gros, quoi. On ne sait pas comment faire. Donc ils ont besoin d'entendre des gens qui les écoutent. Et il faut absolument qu'ils sortent de l'isolement. D'où l'intérêt de la maison des lanceurs d'alerte, qui est une idée toute simple. C'est un collectif, Juliette vous l'a dit, c'est des gens de la société civile, hein, des syndicats, c'est Greenpeace, c'est des syndicats de journalistes notamment. Et donc l'aspect collectif est fondamental. Sinon on ne va pas s'en sortir. Et le dernier point, excusez-moi, c'est l'humour. Hein, parce que Claude, tu as raison. Parce que pourquoi on est là ? On est là pour que ça bouge. Et en fait, on a raison. On a presque peur d'avoir raison. Mais quand ils téléphonent pour demander des choses toutes simples, on peut passer. On aimerait bien écouter Monsieur Birkenfeld. Et vous, ça vous intéresse pas ? On a raison. Donc l'humour, c'est sans doute le meilleur moyen de bousculer les puissants qui sont dans leur suffisance. Donc, continuons ensemble. Oui,
Je crois que ce que tu as dit, effectivement, d'abord, félicitations pour tout le job de Médiacité. Mais ce que tu viens de dire sur l'humour me touche particulièrement, parce que certainement, effectivement, les dénonciations mènent aussi à un climat de découragement. Hein, se dire, on ne peut rien faire, ils sont trop puissants. Et l'humour, c'est justement de dire, non, mais ils habitent à côté de chez nous. Je veux dire, Didier Reynders, il habite à Bruxelles. Je veux dire, ses fonctionnaires habitent aussi à Bruxelles et ils ont un téléphone, on peut les appeler directement. Et jouer un peu à l'amuseur public, c'est très important pour cet esprit de David contre Goliath. C'est un peu ça l'esprit aussi du lanceur d'alerte, qui est un esprit civique, tout simplement. Comme tu le dis si bien, c'est l'esprit de quelqu'un qui dit ben non, moi j'ai pas de raison simplement de permettre ces abus de pouvoir permanents et je peux essayer en tout cas de faire sortir cette information. Et faire rire, c'est sûr que moi ici je suis connu à Bruxelles pour que parfois je rentrais avec des masques de Dark Vador dans des conseils municipaux pour féliciter le bourgmestre pour son opacité, remettre le prix avec un masque, bravo, hein, le plus opaque que j'ai jamais vu, je vous félicite, c'est incroyable, mes enfants sont fans de vous, je lui donne un sabre laser, etc. Et bon voilà, et du coup ça marque évidemment, ça marque parce que la presse en parle, parce que tout le monde est sidéré de voir quelqu'un qui rentre avec un sabre laser dans un conseil municipal ou dans un parlement. Et mais voilà, ça fait son effet et ça donne cet esprit aux gens de dire mais ils sont pas si puissants que ça. Vous savez, bon, je le dis, je dis ça comme toujours comme phrase avec mes enfants. Vous savez, Barack Obama ou le pape, ils font caca comme vous tous les matins. Voilà. Et donc c'est des êtres humains en chair et en os. Et en général, ayant été biberonnés dans un univers tout à fait protégé, ils ont très très peur des gens qui osent. Et donc vous avez beaucoup plus de pouvoir que vous ne le pensez. Hein, quand vous débarquez comme ça dans un parlement, je l'ai fait il y a 2 semaines en disant « Madame la ministre, vous mentez. Et je vous ai prévenu, vous m'avez viré parce que vous avez menti. » Ils sont catastrophés. La police militaire arrive, machin, et qu'est-ce que vous voulez qu'ils vous fassent? Vous n'êtes pas très dangereux. Vous avez juste dit « Madame la ministre, vous mentez. » là. Et j'ai travaillé pour vous, donc j'ai les dossiers pour montrer que vous mentez. Et donc ça les tétanise en fait. Et là, vous vous rendez compte le pouvoir que vous avez, juste par faire ce genre de blague ou cet esprit de potache. C'est aussi un peu ça l'esprit lanceur d'alerte, c'est un esprit citoyen qui dit même pas peur en fait, quoi, et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me tuer parce que je dis que ce que tu dis est faux? Non, bien sûr. Et en fait ces personnes ont très peur en face. Et contrairement à ce que vous croyez, moi c'est les députés qui m'ont appris ça, mais qu'on rentre dans un parlement et qu'on s'exprime publiquement et des choses comme ça, même dans un conseil municipal, ils ont la pétoche en fait. Ils ont la pétoche parce que tout d'un coup, ça sort de la bulle protégée. Et cet esprit-là est vraiment, comme tu dis, il faut s'amuser. Il faut être lanceur d'alerte en s'amusant. C'est très important parce que ce n'est pas juste une affaire grave, c'est aussi qu'implement dans votre ville, dans l'aspect local, où il est très compliqué de faire une investigation parce que la presse locale a une proximité. Pour pouvoir publier tous les jours, remplir 20 pages de papier blanc, il faut faire des copier-coller des communiqués du maire, du bourgmestre et du ministre. Et ça vous crée un lien de dépendance entre l'information locale et qui ne peut pas attendre une investigation d'1 semaine. Donc par rapport à ça, soutenir des journaux d'investigation locaux, c'est évidemment très important. Et voilà, on connaît Apache qui est là, qui peut en parler. Je crois vraiment que cet esprit d'humour est très important. Tu veux encore dire quelque chose? Voilà. Vas-y. Oui, pardon. Je voulais juste rebondir sur ce que tu viens de dire aussi. C'est vrai que le lanceur d'alerte, c'est pas forcément un Assange nécessairement. C'est vraiment ce citoyen, ce héros du quotidien qui révèle en fait des alertes de potentiellement très faible ampleur, mais en fait elles sont absolument pas de très faible ampleur parce qu'elles sont essentielles à réguler cette société, à ce qu'il y ait un contrôle aussi des instances. Et en fait, je trouve que ce que tu viens de dire est extrêmement vrai. Et on l'a vu à la Maison des lanceurs d'alerte, puisque il y a plus de 700 dossiers qui sont arrivés depuis maintenant 3 ans. 300 qui ont été validés, mais la plupart des cas, c'est évidemment des alertes à un niveau départemental, à un niveau communal, à un niveau régional, et il n'y a pas forcément d'alerte avec une dimension nationale. Et nous, c'est le choix qu'on a fait, c'est de se dire, tout lanceur d'alerte, c'est un peu l'accueil inconditionnel. On ne considère pas que parce que vous dénoncez une absence, une atteinte à la probité dans votre petite commune, vous êtes de facto pas intéressant et que du coup, il ne faut pas vous aider, il ne faut pas vous appuyer et il ne faut pas vous conseiller des médias locaux. Donc on a pu travailler ensemble sur ces dossiers aussi locaux parce que c'est comme ça en fait qu'on fait progresser la société et qu'on a un véritable impact. Et ça, je trouve que c'est... En tout cas, moi, j'y tiens beaucoup. Et je pense que c'était essentiel de le rappeler, donc voilà. Merci. Alors, il nous reste encore... donc, je vais laisser la parole à la salle. Il faut savoir que
On a encore 20 minutes ici et juste après, il y a des sandwichs et un lunch qui sont après le bar, dans une petite salle là-bas. Donc vous tournez derrière le bar et il y a des sandwichs et des boissons qui sont prévus. Et donc on pourra continuer à discuter et poser toutes vos questions. Simplement, il y a des gens qui ont payé très cher pour venir manger ici après nous à partir de midi 10 et c'est pour ça qu'on va migrer par là. Donc maintenant, je vous laisse la parole et je propose à ceux qui ont levé. Donc voilà, je me souviens. Est-ce qu'il y a un micro est-ce qu'il y a un micro portatif et qui donne dans le système... Oui, vas-y, allez-y. Présentez-vous peut-être. Oui. Vous m'entendez? Oui. Moi, je suis... mon nom, c'est Stella Veliki. Je suis allemande. Je suis physicienne. On n'entend pas, attends. Maintenant? Et vous m'entendez? Ah ouais, bon. Bon, moi, je suis citoyen allemand. Je suis simplement citoyen. Je suis physicien informaticien, membre de l'European Physical Society. Je travaille au Parlement européen et je suis retraitée maintenant, mais je suis très souvent invitée au Parlement européen aux séances et conférences. C'est ce que je voulais dire. C'est que vous travaillez très peu avec les institutions européennes, dans votre cas. Et je veux vous dire quelques institutions européennes que peut-être peuvent vous aider. Ça, c'est le procureur général européen. C'est une toute nouvelle institution. Ça, c'est le médiateur européen. Ça, c'est OLAF. OLAF, ça, c'est une agence de fraude qui s'occupe de fraude dans les institutions européennes, fraude fiscale, mais aussi fraude dans les institutions européennes. Toutes ces trois sont des institutions absolument indépendante de la Commission et du Parlement et du Conseil. Il n'y a aucun membre de cette institution européenne qui peut influencer leurs décisions, ça je peux vous dire. Mais je veux m'arrêter à la Commission de pétition qui appartient au Parlement européen, qui est formée par des parlementaires européens et qui reçoit toutes les plaintes sous forme de pétition des citoyens européens qui ont eu des problèmes avec des organisations ou d'États ou des sociétés fournisseurs d'énergie ou fournisseurs d'Internet et télécommunications. Moi, je connais assez bien cette commission. C'est ce que je peux vous dire, c'est que pour les 3 personnes qui viennent de la Belgique, vous pouvez faire des pétitions et qui sont toutes soutenues par votre société qui, je ne sais pas comment elle s'appelle, Transparencia ou Whistleblower House. Et dans votre pétition, vous demandez, qui toutes sont nominales, et vous demandez l'application immédiatement de la législation directive européenne pour la protection des whistleblowers en Belgique. Vous demandez votre protection personnelle et familiale. C'est une commission que je pense qu'elle peut faire ça. Vous demandez l'urgence dans votre cas. Vous demandez que vous pouvez demander que Didier Randels vienne personnel pour répondre à votre question. Vous demandez votre présence là. Oui, il va venir. Hein, parce que si le Parlement lui demande, il doit venir. Ça, c'est... et deuxièmement, vous demandez votre présence à cette... il y a la commission de pétition qui fait chaque mois une séance. Et l'urgence de votre demande et la punition ou des mesures comment on dit, contre les personnes qui vont causer ce dommage. Moi, je vois dans votre cas cette possibilité que vous peut-être n'avez pas. Bon, on vous engage tout de suite pour faire un formulaire en ligne. Il faut l'utiliser, c'est absolument gratuit. Il n'y a absolument aucune coût pour vous. Et on peut s'y adresser de manière confidentielle aussi? Oui, okay. Ça veut dire, si vous voulez urgent et confidentiel, ça veut dire, dans toute cette institution, si vous écrivez votre plainte confidentielle, elle n'apparaît pas dans l'Internet.
Ça veut dire votre ennemi, je ne sais pas qui, ne peuvent pas lire. Et toutes les personnes qui lisent votre pétition sont déjà écrites sur une liste. Et s'il se passe quelque chose, vous savez qui a lu votre pétition. En plus, vous pouvez toujours ajouter des choses dans votre pétition s'il se passe après votre pétition. Si vous êtes de nouveau menacé, si vous êtes, je ne sais pas, vous pouvez toujours les aider. Et je pense que vous pouvez très bien être aidé dans Très ce bien. cas. Ben, je compte sur vous pour faire un formulaire simplifié de pétition. Donc, c'est une pétition qui s'adresse au Parlement, si j'ai bien compris. À la commission de pétition du Parlement européen. Ça va. Ben, Eh ben, je peux m'ajouter aussi à votre pétition parce que moi j'ai aussi des problèmes. Très bien. Ben, vous renvoyez un mail sur l'adresse. Alors, je regarde, on va faire des cours d'intervention pour avant. On a encore 3 fois 5 minutes de sûr. Et pour en parler, j'ai vu, attendez, j'avais invité aussi le comité Julian Assange, qui est ici, et donc je vais leur céder la parole. Donc il y a Marc Molitor, Marie-France, c'est ça? Donc venez prendre le micro, tout simplement, ça sera plus simple. 5 minutes. Ah ben voilà, mettez-vous ensemble peut-être alors. Juste là, pour évoquer un petit épisode qui a eu lieu au Parlement belge récemment, qui est l'adoption d'une motion pour accélérer l'adoption en Belgique de la directive européenne. Nous avions demandé au Parlement une résolution de soutien à Julian Assange, qui, au passage, je le rappelle parce qu'on fait toujours la confusion, n'est pas un lanceur d'alerte, mais est un journaliste. C'est très important. La distinction est très importante parce que le statut de journaliste est plus élevé, plus protecteur que le statut de lanceur d'alerte. Tout le sens de l'accusation américaine pour le moment, c'est de dire que Assange est un lanceur d'alerte et pas un journaliste. Donc il est très important de maintenir en permanence la qualification de journaliste pour Julian Assange. Il y a aussi un mouvement général que je crois percevoir à travers différents pays dans différentes affaires pour abaisser ou rendre plus flexible le statut de journaliste. Je pense notamment à un projet épouvantable qui est en cours pour le moment en Angleterre, en Grande-Bretagne, élaboré par Priti Patel, qui va pénaliser de façon effrayante toutes les fuites venant du secteur public, de secteurs considérés comme confidentiels. Donc il y a une évolution là, alors que c'est l'inverse qu'il faut faire, comme vous le faites, comme vous l'avez dit, c'est élever le statut de lanceur d'alerte pour le rapprocher le plus possible, évidemment, de protections semblables à celles des journalistes. Ils sont indispensables l'un à l'autre, comme vous l'avez dit, comme vous l'avez tous dit. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors, sur l'événement au Parlement qui s'est passé, donc, nous avons demandé une résolution en faveur de Julian Assange de la part du Parlement belge. Refus pratiquement systématique, ou en tout cas dérobade, personne ne veut s'engager à ce sujet. Et le débat est revenu à l'occasion de l'introduction d'un projet de résolution sur les lanceurs d'alerte et la mise en œuvre d'une directive lanceur d'alerte en Belgique. On est tout à fait en retard, vous l'avez rappelé, et le Parlement s'est saisi d'une proposition de résolution des Verts pour accélérer l'implantation de cette directive en Belgique. Et cette résolution, qui n'était pas mal, pas idiote au départ, s'est retrouvée complètement affaiblie après une négociation intragouvernementale, évidemment, mais complètement. Et ils ont trouvé le moyen aussi d'introduire, sans le dire, Julian Assange dedans, en le qualifiant pratiquement de lanceur d'alerte et pas de journaliste. Donc on est arrivé au bout du compte à un résultat assez navrant d'une résolution extrêmement insipide, demandant simplement au gouvernement d'accélérer un petit peu les choses pour l'implémentation de la directive et de le faire de façon ambitieuse, point. Mais toutes les propositions qui étaient faites au départ dans la première version ont été pratiquement balayées. Et le nom d'Assange ne se trouve pas dans le texte non plus. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Je passe la parole. Mais il est bien évident que l'événement d'aujourd'hui est important pour nous aussi, hein, ça c'est certain. Donc je passe la parole à Marie-France. Oui, moi je fais partie donc, du comité Free Assange Belgium et je suis tout à fait d'accord avec tout ce que Marc vient de dire. Effectivement, nous avons participé à cette résolution et nous avons même assisté à la séance de vote dans la commission des relations des affaires étrangères. Pourquoi nous sommes, nous, particulièrement concernés par le fait qu'il se crée une maison des lanceurs d'alerte à Bruxelles ?
C'est parce que d'abord, je pense qu'il faut soutenir les lanceurs d'alerte, il faut les aider à pouvoir faire sortir leur alerte, il faut les protéger parce que dans la majorité des cas, leur situation est vraiment extrêmement difficile. Mais effectivement, en tant que comité Free Assange Belgium, c'est pas pour ça que nous sommes vraiment en support de cette association. C'est parce que Assange lui-même, qui n'est pas effectivement un lanceur d'alerte, veut protéger les lanceurs d'alerte. Et quand il fonde en 2006 Wikileaks, c'est justement pour fonder une plateforme Internet sur laquelle les lanceurs d'alerte pourront déposer leurs rapports, leurs informations, tous les dossiers de façon anonyme et pour pouvoir ainsi faciliter l'accès au fait de lancer l'alerte. Bien entendu, tout le monde connaît le nom de la lanceuse d'alerte qui a divulgué les Eric Warlocks et les Diary Warlocks, donc qui ont mis en cause les États-Unis qui ont révélé des crimes de guerre commis par les États-Unis en Afghanistan et en Irak. C'est Chelsea Manning. Chelsea Manning est une lanceuse d'alerte. Mais Julian Assange a utilisé les documents de Chelsea Manning pour les diffuser au public. Et c'est ça qui est extrêmement important, c'est que quand des lanceurs d'alerte remettent des documents de cette façon-là vers des médias, eh bien, c'est pour que les médias les diffusent au public parce qu'ils sont d'intérêt général. Quand Wikileaks reçoit des documents, d'abord il les analyse, il vérifie leur authenticité et puis après il décide de les publier. Les publications des documents de Chelsea Manning ont été faits non seulement par Assange, mais Assange a travaillé en tant que journaliste avec des dizaines d'autres journalistes au Guardian. Des journalistes qui ont publié les mêmes révélations dans le New York Times, le Washington Post, le Guardian, le Soir, Le Monde, El País, Der Spiegel. Mais Assange est le seul qui est aujourd'hui persécuté et poursuivi. On a parlé tantôt de la corruption dans beaucoup de pays. Je pense qu'autour d'Assange, on peut voir la corruption également, non seulement aux États-Unis, dont on a déjà parlé, mais aussi au Royaume-Uni. En Équateur, car l'Équateur a pratiquement vendu Assange pour recevoir de l'argent du Fonds monétaire international et retourner dans le giron des États-Unis. Il y a également la Suède, il y a également l'Australie, qui est le pays d'origine d'Assange et qui ne le soutient pas. On espère qu'ils vont le soutenir maintenant. Il vient d'y avoir des élections qui ont changé les responsabilités au gouvernement. Voilà, de la corruption qui se trouve dans tout le procès pas le procès, mais les procédures d'extradition de Julian Assange. Donc de la corruption, on en trouve partout. Des lanceurs d'alerte, autour d'Assange, il y en a beaucoup qui le reconnaissent comme quelqu'un de très important et qui le soutiennent. Le premier, peut-être un lanceur d'alerte historique, Daniel Ellsberg, qui a témoigné pour Assange dans les audiences du procès en septembre. Il y a bien sûr Chelsea Manning, il y a Kyriakou qui a pris position pour Assange. Et alors je voudrais terminer en citant une lanceuse d'alerte aussi de la banque UBS, Stéphanie Gibault, qui malheureusement n'a pas, en étant en France, la même chance que vous avez eue. Et encore, je ne vais pas dire que vous avez eu de la chance, mais elle n'a rien reçu du gouvernement français pour l'avoir aidé à récupérer de l'argent des fraudes fiscales. Et au contraire, elle est encore maintenant complètement ostracisée et elle vit avec énormément de difficultés. Et si je la cite, c'est parce qu'elle apporte son soutien à Assange. Elle a écrit un livre qui s'appelle « La traque des lanceurs d'alerte » qui a été préfacé par Julian Assange. Je voudrais terminer en disant que oui, c'est vraiment très bien qu'il s'ouvre une maison des lanceurs d'alerte en Belgique. Et en tant que comité Assange, nous soutiendrons leurs activités et nous espérons que ce sera des deux côtés. Et oui, David et Goliath, mais en fait, nous sommes des milliers de David contre Goliath. C'est Stéphanie Gibault qui l'a dit, et c'est ça qu'il faut maintenir, être des milliers à s'opposer à la puissance et aux puissances et aux mensonges des puissants. Voilà. Merci. Un grand merci. Je vais donc... D'accord, parce que j'avais promis de donner la parole à quelqu'un de très important aussi. Bon, très rapidement, Catherine Hellès, et comme je suis toujours très rapide, j'ai deux questions concrètes dont la première me tient vraiment à cœur et qui concerne autant Juliette que Jacques. Vous avez tous les deux dit que des lanceurs d'alerte pouvaient venir chez vous. Dernièrement, il y a un jeune couple en France qui a accouché de son deuxième enfant chez lui, dans leur maison, sans assistance médicale ni sage-femme. Quand ils ont voulu déclarer leur enfant, ça a été refusé. On leur a dit de revenir le lendemain.
Et non seulement le lendemain, ils n'ont pas pu déclarer leur enfant, mais leurs enfants ont été kidnappés, mis en pouponnière. Et moi, personnellement, je pense que ça vaut un suivi très important parce qu'un enfant non déclaré est très vite kidnappé et on peut en faire ce qu'on veut. Donc voilà, c'est pour savoir si ce couple peut aller vers vous, demander de l'aide ou un soutien, puisqu'ils n'ont pas le droit d'aller voir leurs enfants. C'est interdit. Deuxième question. Juliette, vous avez parlé de Greenpeace. Et j'ai entendu dire, mais je ne conclus jamais sur ce que j'ai entendu dire, que Greenpeace n'était pas si OK que ça. Et donc moi, personnellement, je me méfie. Donc comment est-ce qu'un groupe, vous vérifiez vos personnes qui vous donnent vos soutiens, est-ce que ce ne sont pas des personnes infiltrées qui, à la longue, pourraient détruire votre projet? Merci. Voilà. Je vais laisser la parole à l'ancien ambassadeur d'Azerbaïdjan qui voudrait vous parler d'une affaire qu'il a révélée ici en Belgique. Yeah, I am the former ambassador of Azerbaijan. I am also lanceur d'alerte. I prefer this word more than whistleblower because I was thinking what would be whistleblower in French. I was thinking siffleur, but probably siffleur would sound not very good. So that lanceur d'alerte is much better. Probably you have seen the film Caviar Connection about how dictatorships infiltrated and were paying MPs, European deputies, to silence European institutions. And they were very, very successful. Like my country, Azerbaijan, Russia, and other countries have been paying for years huge amounts of money just to silence and to do whatever they want, to corrupt and to stay in power. They were preventing nomination of special rapporteurs on political prisoners, like the case in Azerbaijan, and many, many things. Those who haven't seen Caviar Connection, I would invite you. It's a very interesting film about how really dictatorships by the European institutions, millions of money are paid, millions, by Russia. Caviar Connection. La connexion de caviar. C'est connu sous le nom de Caviar Gate. Caviar Gate. It's known for Caviar Gate. In fact, I just want to confirm what you said. On several occasions, I was asked by Belgium police to go and give testimony in different courts. In Italian court against Luca Valonte, I was invited to the Council of Europe Special Committee to give my testimony about corruption and deputies who are receiving money from dictator regimes, but never from Belgian government. So that I was in Italy, in Milan court, and I spent many hours in Brussels giving not to Belgium, but to Italian investigation group. But they were saying that if we ask you one day to come and give testimony about Alan Deshtek, Stefan Goers, I said, well, no problem, but they never called me. So this is, and just last remark, I think that you have to take advantage of OCCRP. This is very important. Journalist investigation group who are investigating money laundering in different countries, in London, in Belgium, and OCCRP could be a very useful partner for lanceurs d'alerte. Thank you. Merci beaucoup. Donc, pour résumer, donc, monsieur était l'ancien ambassadeur d'Azerbaïdjan. Il y a eu une grosse affaire qui s'appelle l'Azerigate, le Caviar Gate, où systématiquement, pour avoir des rapports positifs sur l'état de la démocratie en Azerbaïdjan, de nombreux parlementaires de tous les pays européens ont été corrompus, ont reçu de l'argent directement. On a connu Alain Destex ici, un autre Stéphane Joris, qui a, mais effectivement, les autorités belges n'ont jamais poursuivi. Il faut savoir qu'il y a un magistrat de la Cour de cassation toujours actuellement en charge, dont tout le monde sait, et en effet est prouvé, qui a reçu de l'argent du gouvernement azerbaïdjanais. Il est toujours en charge. Donc en Belgique, c'est pas qu'on ne sait pas les choses, c'est qu'on sait qu'il y a un magistrat de la Cour de cassation, mais il est toujours en fonction. Donc merci pour votre intervention. Je rappelle à tout le monde, donc je vais encore, il y a quelqu'un qui veut faire remarquer que Didier Reynders lui-même a fait une loi quand il était en Belgique pour sanctionner les lanceurs d'alerte qui concerne Nicolas Hulens. Et les journalistes qui travaillent avec. Et tous les journalistes qui pouvaient être sanctionnés. Et donc,
maintenant, ce qui se passe, c'est que dans 5 minutes, on va bouger simplement, manger les sandwichs tous ensemble et continuer la discussion dans la salle qui se trouve derrière le bar. Il y a des sandwichs à manger pour tout le monde et toutes vos questions sont les bienvenues. Comme je vous dis, d'autres personnes viennent manger ici. Je vais laisser encore une dernière parole à monsieur qui voulait parler sur cette loi Didier Reynders. Et juste après, je vous appelle tous à garder vos questions et à venir en discuter tous ensemble en mangeant à côté. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'être venu ici et d'avoir fait le nécessaire. Alors, je vais parler avec monsieur Nicolas Hulens. Voilà. Je me prénomme Dorian. Nous avons vu que vous avez un attachement direct avec Didier Reynders. Que pensez-vous de l'article 22 que Didier Reynders a exposé au niveau de la loi relative à la classification qui exprime le souhait de pénaliser les lanceurs d'alerte, que ce soit des militaires ou des citoyens, d'une amende de 5 000 € et voire 1 mois à 3 ans de prison au niveau de ces personnes. Ce qui est intéressant, c'est que... Excuse-moi Nicolas, la réponse on la fera à côté, je suis désolé, parce qu'il nous reste 3 minutes, mais attendez, je vais juste avant de terminer... Non, là-bas à côté. C'est très important à 3 minutes. Donc je vais encore dire une chose. On n'a pas eu le temps de parler des dossiers personnels des lanceurs d'alerte qui fondent la maison belge des lanceurs d'alerte. On va en parler à côté. Alors, cet aspect, il y a Christine Sprumont qui n'a pas pu être présente aujourd'hui à l'RTBF, qui a, elle, dénoncé les faux en écriture des dirigeants de l'RTBF dans leur salaire et qui a été licenciée 3 fois depuis, parce qu'à chaque fois, elle gagne au tribunal. Donc voilà, je voudrais qu'on l'applaudisse aussi et vous trouvez les détails de son dossier. Une deuxième personne dont je voudrais parler et qui n'ose pas apparaître en public, mais qui est Charlotte de Rep, qui a énormément bataillé pour les malversations à l'autorité de protection des données, sur le pistage systématique des citoyens à l'époque Covid et les autorisations qu'on donnait à essentiellement Frank Robben et certaines administrations de l'État, et l'autorité de protection des données, dont elle était directrice, qui ne jouait pas son rôle. Elle a alerté les autorités européennes et c'est la menace d'un procès au niveau européen qui a pu enfin faire changer beaucoup les choses. Voilà, je vous demande aussi de la soutenir psychologiquement. C'est aussi dur pour elle de venir aujourd'hui, simplement parce que faut savoir que pour tout lanceur d'alerte, tant que vous restez isolé, c'est une période de dépression qui vous suit au départ, d'où l'importance très concrète des 3 axes de cette maison des lanceurs d'alerte. Le soutien psychologique, voir d'autres personnes qui ont été dans le même cas. Ça, c'est mieux que tous les antidépresseurs. Aller boire un verre entre copains, se faire d'autres amis. Deuxièmement, le soutien juridique, effectivement, comme disait Juliette, de savoir jusqu'où il faut aller, comment garder l'anonymat, la confidentialité, pour ne pas s'exposer trop tôt et trop vite. Mais donner ça à des professionnels qui peuvent transmettre à des journalistes. Troisièmement, la riposte médiatique, c'est-à-dire à la fois, que ce soit par des blogs, par des parlementaires ou par des journalistes d'investigation, comme des médias comme Apache et Mediacité, arriver à ce que l'opinion publique connaissent votre histoire et ça va vous protéger évidemment aussi d'une certaine manière. Donc ces 3 axes assez simples sont les 3 points concrets dont on va pouvoir discuter après ici en mangeant un sandwich. Désolé de vous couper la parole simplement parce qu'on est foutu dehors, mais je vous remercie. Donc je remercie Laurent qui nous a accueillis ici pour le Presse Club. Merci beaucoup. Merci à vous tous et longue vie à la maison des lanceurs d'alerte de Bruxelles.